Bonjour à tous. Je suppose que tout le monde est à sa place. Eh bien donc, nous allons commencer. Bienvenue pour ce nouveau webinaire consacré à la sécurité laser. Donc, c'est le troisième. Aujourd'hui, nous allons évoquer les dangers pour les yeux et pour la peau. On avait évoqué déjà un petit peu les dangers pour les yeux, notamment à travers des lunettes de protection. Mais cette fois-ci, on va se consacrer plutôt aux effets biologiques que peuvent procurer ces rayonnements sur les yeux et sur la peau. Alors, pour ceux qui ne m'ont pas encore suivi, je vais rapidement me présenter. Je m'appelle Franck Rigolet, je suis responsable du centre de formation d'IREPA Laser et en même temps expert en sécurité laser et aussi président de la Commission nationale de sécurité optique. Donc, je ne présente plus, je vous invite à, si vous voulez avoir plus de précisions sur cette CNSO, à aller sur la page de la Fédération française de photonique consacrée à la sécurité. Vous aurez tous les éléments en détail. Voilà, donc effectivement, l'objet du jour, c'est les effets biologiques sur nos yeux, sur la peau, de façon à comprendre pourquoi on se protège déjà, pourquoi on prend toutes ces précautions, pourquoi effectivement il y a des règles très strictes sur la mise en œuvre de la sécurité laser, que ce soit en milieu médical ou au milieu industriel, et même dans le milieu public, dans notre vie de tous les jours. Alors, le rayonnement laser, ce n'est pas le seul rayonnement qui nous frappe, bien sûr. On est tous exposés à un rayonnement tous les jours, c'est le soleil qui vient nous frapper quotidiennement. Alors, peut-être moins aujourd'hui parce qu'il y a un peu moins de soleil sur Strasbourg, mais en tout cas, quand on va à la plage, on est presque nu et on se fait bombarder de rayonnements émis par le soleil. Et on le sait très bien, le soleil peut causer des dégâts, mais heureusement, la plupart du temps, quand même, il est là pour apporter beaucoup de bénéfices à notre corps. Alors, le soleil envoie tout un tas de rayonnements sur nous. Pas tous les rayonnements du soleil nous arrivent dessus, heureusement. L'atmosphère en filtre une bonne partie, et fort heureusement, puisque certains d'entre eux sont quand même très nocifs pour le corps humain, notamment les UVC. On voit très bien ici que très peu arrivent sur notre corps. En fait, une grosse partie est filtrée, notamment par la couche d'ozone, d'où sa nécessité, d'où l'importance de la préserver. On a également les UVB qui viennent frapper la croûte terrestre, donc qui représentent à peu près moins de 5% des rayonnements totaux des UV qui viennent nous frapper. Et une grosse partie des UV qui nous frappent, ce sont des UVA. Les UVA, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, qui peuvent causer pas mal de dégâts. Bien sûr, le soleil nous éclaire, il nous permet de voir, c'est lui qui nous permet de voir tout ce qui nous entoure. Et donc, on a une grosse partie du visible qui passe au travers de l'atmosphère. Et puis également, il ne faut pas l'oublier que le soleil est également une source d'infrarouge, et on a une partie des infrarouges qui passent au travers de l'atmosphère, notamment des nuages. Alors on le voit, on a tous constaté qu'il y a des périodes où il fait plus ou moins chaud, parce qu'effectivement, on est filtré de plus en moins, les infrarouges sont filtrés de plus en moins en fonction de la couche de nuages ou en fonction de l'angle de frappe du soleil. Alors, tous ces rayonnements nous frappent, effectivement, et nous frappent différemment, notamment si je prends la peau. Et si on regarde ces effets, la pénétration des rayonnements sur la peau, donc on vient distinguer les UVB, les UVA des infrarouges. Alors si on regarde les UVB, on s'aperçoit que 20% des rayonnements sont absorbés par l'épiderme, donc la couche superficielle de la peau, et 8% pénètrent réellement dans le derme, donc un peu plus profondément, mais seulement 8%. Ces UVB sont la cause de coups de soleil importants, et également de cancers cutanés. Par contre, ils ont quand même des effets bénéfiques. Alors le bronzage, ce n'est pas forcément un effet bénéfique, mais parfois on le recherche quand même. Mais surtout, il va synthétiser la vitamine D et donc éviter tout un problème comme le rachitisme par exemple. Ensuite, on a les UVA. Donc les UVA sont la cause du vieillissement prématuré de la peau. Les UVA, on le voit, pénètrent déjà beaucoup plus profondément dans le derme, puisqu'on a 80% qui sont absorbés au niveau de l'épiderme, mais quand même 20% qui vont aller presque à l'hypoderme, au tissu sous-cutané. Donc on a une forte irradiation en profondeur de la peau. Et donc effectivement, ils vont provoquer ils peuvent provoquer également des cancers un peu plus profonds également. C'est également eux qui vont provoquer le halo qu'on peut avoir assez rapidement lorsqu'on s'expose au soleil. C'est eux qui vont créer cette première couche de protection, donc un peu moins profondeur que le bronzage que l'on crée, qui va être plus persistant. Le bronzage lié aux UVB va être plus persistant. Ici, c'est un léger halo qu'on va avoir au bout de quelques minutes d'exposition, parce que la peau va chercher à se protéger.
Et puis bien sûr, hein, comme je le disais, il ne faut pas oublier qu'on a également des infrarouges qui viennent nous frapper du soleil, et on voit ici qu'on a une grosse quantité d'infrarouges qui rentrent directement dans la peau, puisqu'on a 65% de ces rayonnements qui viennent frapper directement le derme, et on a même 15% qui rentrent en profondeur. Hein, c'est ces rayonnements qui nous chauffent, qui nous réchauffent le corps, et ils nous réchauffent en profondeur. On a des saunas infrarouges, par exemple, où il y a une sensation de chaleur assez rapide, puisque ces rayonnements viennent frapper en profondeur la peau. Alors, est-ce qu'on a des effets bénéfiques ou pas pour ces rayonnements? Oui, bien sûr, les infrarouges, en dehors du fait qu'ils nous chauffent, on s'aperçoit, il y a pas mal d'études qui sont menées actuellement, on a beaucoup étudié les UV qui frappent la peau, mais on est en train d'étudier également les effets bénéfiques des infrarouges, et notamment on se rend compte que les infrarouges peuvent stimuler la production de collagène et d'élastine. Donc voilà, tout un tas d'effets bénéfiques. Alors là, je parle du soleil, hein. De même pour les yeux, on a des effets, et on le sait très bien, puisqu'on se protège. On a des lunettes pour nous protéger contre les éblouissements du soleil, hein. On les classe par catégorie, hein, de 0 à 4. Je suppose que vous connaissez ça. Alors par contre, vous connaissez peut-être moins à quoi ça correspond, hein. Donc 0, ça veut dire qu'on a quasiment zéro protection. On a une absorption de la lumière inférieure à 20%. Et on a tous les grades, 20 à 57% pour 2.1, 57 à 90% pour de la catégorie 2, 82 à 92% pour la catégorie 3, et bien sûr la plus forte, la catégorie 4, qui va nous protéger, donc 92 à 97% des lumières qui viennent nous frapper. Donc on atténue fortement la lumière, mais on atténue également les effets des ultraviolets. Alors, on a vu les effets du soleil sur notre corps. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les lasers. Comment vont interagir les lasers? Donc, il y a une forte similitude avec ce qu'on a vu. La grosse différence quand même entre un laser et le soleil, c'est l'intensité du rayonnement qu'on va recevoir, qui va être beaucoup plus forte avec un laser, et également la surface touchée, hein. Alors, le laser, pardon, on le voit, il est utilisé également en dermatologie, en chirurgie, dans beaucoup de cas où les médecins vont utiliser des lasers. Donc, ça montre bien qu'il y a également des effets bénéfiques à en tirer des lasers. Des effets bénéfiques, mais également, parfois également des accidents. Alors, pourquoi, avec certains lasers, qui sont bien souvent d'ailleurs les mêmes, hein, on va pouvoir tirer cet effet bénéfique, comme ici, enlever le tatouage sur une peau, comme ici, on va tirer dans l'œil pour faire de la chirurgie réfractive, donc réparer la vision d'une personne. Donc là, on se tire dans les yeux, on tire sur la peau, et là, on en tire des effets bénéfiques. Alors, c'est sûr qu'il faut faire l'analogie. Pourquoi, dans ces cas-là, on a des effets bénéfiques, et puis pourquoi, la plupart du temps, quand même, on vous dit, attention, le laser, ça peut être dangereux. Alors, pour ça, il faut comprendre comment ça marche. Alors, justement, essayons de comprendre. La première chose, c'est de comprendre déjà comment fonctionne l'œil, hein. J'en ai déjà parlé dans mes précédents posts. Rapidement, on va revoir comment fonctionne un œil. Donc, la lumière arrive par la gauche, ici. Elle va d'abord frapper la peau de notre œil, puisqu'elle est constituée exactement de la même manière que la peau qui couvre notre corps complet. Ici, vous avez donc la cornée, qui est la partie superficielle de l'œil, hein, à peu près 5 à 6 dixièmes d'épaisseur. Une couche transparente, bien sûr, qui va commencer déjà à guider les rayons de la lumière vers le fond de l'œil. Ensuite, on a ici l'humeur aqueuse, donc un liquide, hein, qui vient protéger l'œil également, qui va lubrifier également les mouvements de l'iris, ici, donc l'iris qui va diaphragmer la lumière qui va rentrer dans l'œil. Le cristallin qui est juste derrière, donc notre lentille à nous, hein, c'est notre lentille qui va s'adapter à la vision et qui va concentrer les rayonnements sur les capteurs qui sont sur la rétine, donc la partie intérieure de l'œil, où se cachent tous les capteurs. Donc ces capteurs, c'est quoi? Ce sont majoritairement des bâtonnets qui vont couvrir la périphérie totale de l'œil, et également des cônes. Ces cônes vont se concentrer sur la partie centrale de l'œil, donc cette petite partie-là qu'on appelle la macula, que vous connaissez sans doute, hein, grâce à une maladie qu'on appelle la dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA, qui est justement une dégradation progressive liée à l'âge, cette fois, hein, de ces cônes. Et donc, ces cônes, ils ont une autre fonction pour nous qui est beaucoup plus importante, puisque c'est grâce à ces cônes qu'on va pouvoir lire. Si on n'a plus de cônes, on est incapable de lire. On aura une image périphérique plus ou moins floue, plutôt floue d'ailleurs que moins. Par contre, les cônes vont nous permettre d'analyser l'image et donc de pouvoir lire un texte, par exemple. Donc, de pouvoir avoir une meilleure image de ce qu'on regarde, de ce qu'on fixe, hein, parce que vous voyez qu'ils sont pile dans l'axe optique, donc c'est la partie que l'on fixe. Donc vous comprenez tout de suite que si un faisceau vient de façon très intense frapper cette zone-là, eh bien c'est une dégradation prématurée des cônes, donc une perte de la vision, donc la capacité, ce qu'on appelle l'acuité visuelle, donc la partie qui nous permet de lire. Alors, ok, on a compris comment fonctionnait l'œil. Maintenant, comment réagissent ces rayonnements vis-à-vis de notre œil?
hein. Donc, j'ai repris séparément chacun des rayonnements. Vous avez ici donc un œil avec ici frappé par un ultraviolet, hein, et on voit l'effet que ça peut provoquer. Donc, c'est quelque chose qui est assez connu, hein, c'est ce qu'on appelle la photokératite. Pour les soudeurs, c'est le coup d'arc, hein, c'est le fameux coup d'arc. Les rayonnements intenses provoqués lors de la soudure, qui sont majoritairement des UV, eh bien, vont venir frapper la cornée, vont être filtrés et absorbés par la cornée, donc qui va s'inflammer, et donc qui va provoquer une. C'est pas une brûlure, hein, c'est vraiment une photokératite, c'est un effet photochimique de ces rayonnements sur la cornée, et donc qui va enflammer la cornée, hein. Pour ceux qui ont déjà subi ça, c'est très douloureux, ça fait très mal. Par contre, effectivement, ça se soigne au bout de quelques heures. Ensuite, si on continue dans notre spectre, donc on arrive aux UVA. Donc les UVA rentrent dans l'œil un peu plus, on voit qu'ils ne sont plus filtrés par la cornée. La cornée laisse passer ces rayonnements. Par contre, ici, c'est bien le cristallin qui va les absorber. Donc si le cristallin absorbe ces rayonnements, eh bien on va avoir une dégradation du cristallin. C'est lui qui va absorber, donc c'est lui qui va se détruire progressivement. Donc dégradation du cristallin, là aussi, c'est une maladie qui est assez connue. On le voit ici très bien, cet œil blanc. Pourquoi il est blanc? Parce qu'on a dépoli la surface du cristallin, voire même plus en profondeur. Donc, on a l'impression d'avoir un brouillard en permanence sur l'œil, puisqu'on a créé un filtre, un film sur notre œil. Donc, moins de rayonnements atteignent les capteurs qui sont derrière. Donc, ça, c'est pour les UVA. Si on continue dans notre spectre lumineux, on arrive au visible et à l'infrarouge A. Pourquoi les deux ensemble? Parce qu'on a le même effet. On a le même effet, on le voit ici. Alors, le visible, notre œil est capable de voir le visible, donc ça veut dire que les rayonnements atteignent nos capteurs. Donc, c'est ce qu'on voit ici, effectivement. Le rayonnement rentre bien dans l'œil, franchit bien la cornée, franchit bien le cristallin, mais en plus, ici, le cristallin a cette fonction de guider le rayonnement sur notre œil, et notamment lorsqu'il s'agit d'un faisceau parallèle comme ici, donc un faisceau laser, eh bien, il va concentrer ce rayonnement sur une petite tache ici qui va être très intense et qui potentiellement peut détruire les capteurs qui sont en face. Donc là, ici, effectivement, c'est le cas le plus critique puisqu'on va concentrer le rayonnement sur notre rétine. Alors, imaginez si ce sont les cônes, vous détruisez les cônes, donc vous avez perdu votre acuité visuelle. Si c'est plus périphérique, autrement dit, si le rayonnement arrive de façon plus axiale, désaxée, pardon, on va frapper des zones périphériques ici, donc ce sont plutôt les bâtonnets qui vont être touchés, avec un impact moins dommageable, puisqu'on va détruire des bâtonnets, mais on en a énormément, donc si ce n'est pas trop violent, on va brûler quelques bâtonnets, sans forcément que c'est un impact sur notre acuité visuelle, même c'est même très rare. Alors vous avez ici un fond d'œil, c'est ce que voit l'ophtalmologiste quand il vous fait un fond d'œil, avec un bel impact au centre de l'œil, ici, on voit ce croissant clair au centre de la macula. Donc ça, c'est un des cas les plus critiques, puisqu'on est venu détruire la macula, donc les cônes qui tapissent la macula. Donc ça, c'est le cas plus critique. Quand c'est du visible, le gros avantage qu'on a, c'est qu'on les voit. Donc dans le cas du visible, on a quand même une défense naturelle, qui est le réflexe palpébral. Si je suis ébloui, je ferme les yeux. Ce réflexe intervient au bout de 0,25 secondes, et ça, les normes sur les rayonnements optiques artificiels en tiennent compte, bien sûr. Donc, au bout de 0,25 secondes, on va fermer l'œil. On est très fortement ébloui. Après, il faut se poser la question, est-ce qu'on a eu le temps, sur un temps inférieur à 0,25 secondes, de détruire les bâtonnets? Ou au contraire, est-ce qu'il fallait plus de 0,25 secondes pour détruire les bâtonnets? Donc ça, c'est vrai pour le visible. Par contre, on voit qu'on a exactement le même effet pour les infrarouges. Et là, malheureusement, pour les infrarouges, on ne les voit pas. Notre œil n'est pas capable de se défendre. Et donc, les rayonnements vont rentrer dans l'œil, frapper la rétine et détruire ce qui est en bout. Et nous, on ne sentira rien et on n'aura pas cette sensation d'éblouissement. Donc, on continuera à travailler tout à fait naturellement. Et c'est un des cas les plus critiques. D'ailleurs, les infrarouges, si on regarde bien les statistiques sur les accidents, c'est quand même le cas qui cause le plus d'accidents. Et justement, donc j'ai amené ici quelques cas qui ont été étudiés. Donc, alors déjà avec un petit pointeur vert pour montrer que ce n'est pas forcément les gros lasers qui sont source de danger. D'ailleurs, actuellement, je pense qu'on a moins de danger dans le milieu industriel. On utilise des gros lasers très puissants que dans la rue. On utilise des petits lasers qu'on peut acheter sur Internet, même si c'est illégal. Je ne parlerai pas de ce point-là. C'est totalement illégal en France, en tout cas. Et donc, voilà les dégâts que ça peut causer. Donc, ici, c'est une étude qui a été faite sur un adolescent qui avait 9 ans. Voilà, c'est indiqué, qui avait 9 ans. Et on voit donc les lésions, cette lésion centrale. On voit très bien ici, avec quelques petits points parasites juste en dessous. Donc, il en fait perdre quand même une bonne partie de son acuité visuelle, puisque l'acuité visuelle résiduelle, elle est de que 20 centièmes, donc c'est très très faible.
Et donc, ce qui a été fait, ce qui est assez intéressant, c'est d'étudier l'évolution de cette blessure dans le temps. Et donc, ah non, c'est pas celle-ci qui a été étudiée, c'est une autre, c'est celle juste après. La voici. Donc celle-ci, effectivement, c'est un autre cas. Alors ça, c'est un cas qui est plus industriel, vous pouvez le voir. Hein, donc c'est là lors d'une phase d'alignement. Et ça, on le verra également, c'est une grosse source d'accident. Hein. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un fond d'œil avec un impact laser ici et surtout un saignement. Hein. Donc on a une petite hémorragie qui s'est produite dans l'œil. Donc on a les caractéristiques du laser qui ont provoqué ceci. Hein. Donc là, on a détruit la fovea, donc la partie centrale de la macula, la partie la plus sensible, provoquée par un laser Nd:YAG. Donc on a les paramètres utilisés à ce moment-là, hein, donc une énergie par impulsion de 500 millijoules, une durée d'impulsion de 8 nanosecondes, donc là on voit que c'est très très court, mais par contre effectivement une fréquence de 10 Hz, donc on peut supposer qu'effectivement la puissance 4 est très très importante. Et selon les examens, les scientifiques qui ont étudié l'œil n'a été frappé que par une seule impulsion. Autrement dit, une seule impulsion de cette catégorie-là a suffi à provoquer cet effet-là dans l'œil. Donc là, c'est assez significatif quand même. Alors, ce qui a été étudié, c'est qu'en fait, à l'endroit de l'impact, le laser a créé un trou. C'est ce qu'on voit ici, c'est ce trou que l'on voit là. Et on a étudié le vieillissement de cette blessure pour voir comment l'œil réagissait. Et donc on s'aperçoit, donc là c'est 3 jours après, là c'est 6 jours après, là c'est 5 mois après, on voit qu'il y a encore une trace très forte, et non seulement il y a une trace très forte, mais en plus, 5 mois après, le trou ne s'était toujours pas refermé. Et donc il a fallu passer à une chirurgie pour combler ce trou, donc là c'est 13 mois après la chirurgie, et là enfin le trou a été comblé. Alors bien sûr la personne n'a pas retrouvé sa vision, il ne faut pas rêver, on a fait un impact ici en plus pour réparer, donc la vision a été perdue, mais par contre on a évité les blessures continuelles. Alors ce qui est intéressant, là c'est une équipe chinoise qui avait étudié ça, ils ont étudié plusieurs cas notamment, donc ils ont étudié 29 cas, et on s'aperçoit que sur les 29 cas, 28 ont été provoqués dans une phase d'alignement. Donc là aussi, on voit très bien quand sont les risques, et que sur ces 28 cas qui ont provoqué enfin, les 29 cas qui ont provoqué un cas assez important, 25 ont touché la macula. Donc, c'est rarement les zones excentrées qui sont frappées, c'est plutôt la partie centrale de l'œil, donc la partie la plus importante pour nous, puisque c'est celle, encore une fois, qui nous permet de lire et de voir correctement. Sur ces 29 cas étudiés, on a eu simplement 5 cas de fermeture spontanée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fermeture spontanée? C'est justement lorsque le trou ici arrive à se résorber seul, naturellement. Et donc, dans tous les autres cas, donc majoritairement, bien sûr, il a fallu recourir à la chirurgie pour combler ces trous. Et puis, légalement, la conclusion de ça, c'est de dire que l'énergie pour provoquer ce genre d'impact est très faible, puisqu'elle a été estimée entre 1 et 3 millijoules. Donc, 3 millijoules par impulsion ont suffi à provoquer ce genre d'incident. Donc, c'est très très faible. On est vraiment sur des niveaux d'énergie assez faibles. Donc, on voit que l'œil est très sensible. Pourquoi l'œil est très sensible? Encore une fois, parce que le rayonnement laser est concentré par le cristallin sur un tout petit diamètre. Et donc, on a concentré l'énergie. Alors, j'étais dans le visible et l'infrarouge A. Je continue donc de prospecter le spectre. Et donc là, j'arrive à l'infrarouge B. L'infrarouge B, donc l'on voit également que le rayonnement rentre au travers de la cornée. Il vient également enflammer donc l'humeur aqueuse ici, c'est ce qu'on appelle l'inflammation aqueuse, et il vient résiduellement frapper le cristallin, donc avec là également un risque de provoquer une cataracte. Donc typiquement, c'est ce qu'on voit ici, ça peut être un petit impact laser de ce type-là, puisqu'on est venu brûler l'humeur aqueuse ici, donc ça peut effectivement provoquer une petite inflammation localisée. Bon, c'est pas dramatique. Et puis donc pour terminer, les infrarouges C, donc un laser, le CO2, qui est l'emblème de cette catégorie-là, donc très très loin du visible, bien sûr. Donc là, on retrouve, comme tout à l'heure, au niveau de l'ultraviolet C, avec une barrière complète provoquée par la rencontre avec la cornée. Donc la cornée vient bloquer le passage du faisceau, mais par contre, bien sûr, absorbe l'énergie du faisceau. Et donc, ça va provoquer ce genre de dégâts. On voit très bien un œil ici avec un impact sur la cornée. Donc là encore, je pense que le rayonnement n'était pas très violent, parce que ne faut pas rêver, c'est pas 5 dixièmes de peau qui vont arrêter complètement le faisceau laser. On va simplement la brûler si c'est des réflexions. Si c'est un faisceau direct, on va faire un trou dedans et on va toucher les tissus qui sont encore derrière. Donc là, c'est plus une réflexion ou alors une intensité très très faible. Donc voilà, c'est typiquement ça, on va venir brûler effectivement la cornée. Alors, on a vu pour l'œil, maintenant pour la peau, la même chose. Alors c'est peut-être un peu moins connu parce qu'on se
on se focalise bien souvent sur les effets sur l'œil et on connaît beaucoup moins ce qui se passe sur la peau. Pourquoi? Peut-être qu'il se passe beaucoup moins de choses, hein, c'est ce qu'on va voir. Donc, comme tout à l'heure, on l'a fait pour l'œil, on va regarder comment et de quoi est constituée la peau. Donc, 3 couches constituent la peau. On a l'épiderme, encore une fois, c'est ce que je disais, c'est la partie superficielle de la peau donc, qui est constituée essentiellement de cellules qui se régénèrent en permanence. Dessous, on a le derme avec tout un tas de métabolismes, des glandes sébacées, des glandes sudoripares, des poils, des nerfs, le bulbe du poil, comme ici. Et puis dessous, donc l'hypoderme ou les tissus sous-cutanés avec le passage des veines, des artères et autres. Donc, comment réagit notre peau à ces rayonnements? Donc, là, on le voit très bien. J'ai retracé ici sur la courbe, sur la peau, la pénétration des rayonnements. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, en faisant l'analogie avec le soleil, on voit que les UVC pénètrent très très peu dans la peau. Et puis qu'ensuite, eh bien, en s'approchant du visible, on pénètre de plus en plus. La partie visible rentre beaucoup plus profondément, notamment le vert qui va aller déjà quasiment au tissu sous-cutané. C'est pour ça qu'on utilise le faisceau vert pour aller traiter des petits vaisseaux sanguins, traiter tout ce qui est vasculaire. Le rouge, lui, par contre, rentre encore beaucoup plus. Le rouge, il peut traverser les tissus. Je m'amuse souvent à faire cette petite expérience. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais lorsque je tire avec mon faisceau laser sur mon doigt, il y a beaucoup de lumière ici, on voit le faisceau passer au travers. Donc, ça montre bien que le rouge est encore plus, lorsqu'on est proche de l'infrarouge, vers 750, 780, on a encore plus de transparence. Donc là, effectivement, lorsque ces rayonnements viennent frapper la peau, il va à chaque fois se passer quelque chose. Donc, si on prend les UV, les UV sont-ils dangereux? Oui, ils sont dangereux, on le connaît, on sait que s'exposer au soleil, c'est dangereux. Par contre, les dangers liés au laser sont beaucoup plus ponctuels. On vient rarement se frapper tout le corps avec un laser, c'est plutôt une zone très très sensible. Alors, on va, comme le soleil, les faisceaux laser UV vont provoquer un effet photochimique. Donc, ce n'est pas une brûlure, c'est un effet photochimique. Donc, ça peut provoquer une photosensibilité. Certaines personnes vont être plus sensibles à ces rayonnements-là. Donc, une réaction cutanée, un coup de soleil grave. D'où l'importance également de faire une visite médicale préalable. C'est ce que doit faire l'employeur pour s'assurer que ces personnes ne sont pas photosensibles, photoréactives. Bien sûr, après, on a les érythèmes. C'est le coup de soleil, un érythème. C'est lorsque vous allez au soleil et que vous restez trop prolongé, effectivement, vous allez avoir un érythème. C'est le coup de soleil. Un vieillissement de la peau, on en a parlé tout à l'heure, plus lié aux UVA. Et pourquoi pas, derrière, tout ce qui est dégradation maligne de la peau, donc potentiellement un cancer. Et puis, on va rajouter encore un effet, alors qui est plus spécifique au laser ici, notamment lorsqu'on a des longueurs d'onde inférieures à 300 nanomètres et lorsque les impulsions sont relativement courtes, on peut avoir une désorption, un arrachement de tissus cellulaires. Et donc, on va arracher, c'est un peu ce qu'on vous fait dans l'œil quand on fait une chirurgie réfractive. On vous retaille la courbe de la cornée en arrachant effectivement ces cellules. Ne pas oublier une chose, comme pour le soleil, on parle de capital soleil pour le soleil. Pour le laser, c'est la même chose. Tout rayonnement ultraviolet que notre corps reçoit, il en garde une trace, il s'en souvient. Et il va additionner toutes les sources UV qu'il va recevoir. C'est ce qu'on appelle notre capital soleil, c'est la capacité qu'a notre corps à se régénérer et donc à pouvoir continuer à survivre suite à des impacts d'ultraviolet. Donc si on dépasse ce capital soleil, eh bien effectivement, on peut avoir des cellules qui peuvent commencer à muter. Alors, quels sont les effets? Alors, juste un rappel, donc là, j'en suis sur les visibles et infrarouges, on a vu les UV. Donc, un rappel sur les visibles, donc on a des effets essentiellement de brûlure ici, on n'est plus dans les UV, donc c'est la brûlure. La sensibilité à la brûlure, elle apparaît à partir de 45 degrés. Et donc, un petit rappel sur les degrés de brûlure. Donc, premier degré, ça veut dire qu'on a juste touché le derme. Ensuite, on a 2 degrés, donc profond et superficiel, selon la profondeur de la pénétration du rayonnement. Et puis le troisième degré, ça veut dire que la profondeur de la blessure a atteint l'hypoderme. Alors vous avez ici quelques photos qui sont assez éloquentes. Bon voilà, des belles brûlures provoquées notamment par des lasers CO2, donc infrarouge assez loin. Et là, il y a une petite expérience qui avait été menée assez intéressante. C'est involontaire, oui, ça existe. Il y a des volontaires qui se sont fait tirer dessus, notamment avec un laser CO2. Et la photo du haut ici, elle a 20 ans. Elle a 20 ans, c'est-à-dire qu'on a tiré sur ce bras il y a 20 ans et qu'on on a observé tout ce qui se passait pendant ces 20 ans avec cette brûlure. Et 20 ans après, vous voyez qu'on voit toujours ces traces d'impact sur le bras de la personne. Alors, ce n'est pas pour autant qu'on a développé un cancer. On est encore une fois sur un rayonnement de brûlure qui brûle, qui va impacter par brûlure la peau. On voit d'ailleurs que les cicatrices se sont largement résorbées, même si effectivement on a encore une petite trace. Mais voilà, on n'a pas un risque de développer autre chose.
Alors des cas, il y en a un paquet, hein. Ça, c'est un cas qu'on rencontre souvent chez les gens qui font de la découpe laser, hein. Juste une petite précision, hein, c'est le même doigt. Donc on vient sans doute faire un centrage de buse, hein, pour ceux qui comprennent ce que c'est. Ben, ils voient tout de suite où on a effectivement le doigt tout proche du faisceau. Normalement, bien sûr, il n'y a pas le faisceau, mais parfois, il y a des chaînes qui ont été maillées sur les sécurités et ça peut amener ce genre d'accident. Et puis, autre cas d'accident qu'on rencontre, bah, c'est en dermatologie, hein, voilà, c'est assez spectaculaire, mais c'est typiquement ce qu'on peut rencontrer chez un médecin qui a mal réglé son appareil et qui a voulu faire une épilation un peu trop forte. Donc on voit, bon là c'est caractéristique, hein, avec une brûlure assez forte ici, doit être au deuxième degré profond au niveau de la bouche ici, et puis après des zones très impactées, hein, sur le reste du visage. Voilà, donc là on est vraiment sur de la brûlure, hein, on est vraiment dans le cas des visibles et infrarouges, donc là c'est de la brûlure. Alors si on fait un bilan global des risques, hein, donc on peut retrouver tous ces risques sur un petit schéma qui nous résume tout ça. Donc on a tous les rayonnements, UVC, UVB, UVA, visibles, et ainsi de suite. Et puis donc les effets provoqués sur l'œil et sur la peau. Donc si on prend un infrarouge A par exemple, donc on va retrouver notre brûlure de la rétine, ce qui est le plus impactant, ce qui est le plus dommageable, hein, puisque ça c'est totalement irréversible, hein, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais tous les impacts sur la rétine sont totalement irréversibles. Une fois qu'on a atteint la rétine, on ne retrouve plus la vision et on ne peut pas la réparer. Ensuite, cataracte, risque de cataracte, parce qu'on a une partie du faisceau qui va être absorbée par le cristallin, il est passé au travers et un petit peu absorbé. Brûlure cutanée, hein, donc brûlure de la peau pour la peau. Et puis, on a ici la courbe de la profondeur de pénétration dans la peau, et on voit qu'effectivement, dans les infrarouges A, non seulement on a un gros risque pour les yeux, mais en plus, on a une forte pénétration du rayonnement dans la peau, donc un risque de brûlure en profondeur dans la peau. Voilà, donc en conclusion, le laser est dangereux pour les yeux et pour la peau, hein, pas que les yeux, on parle souvent des yeux, mais pour la peau aussi, le laser peut être dangereux. Bon, c'est des brûlures pour les lasers infrarouges et puis risque UV pour les lasers UV. Et il est surtout dangereux à partir de la classe 2. Au-dessus de la classe 2, on a déjà des dangers. On a même des accidents, notamment sur les enfants, pour des lasers de classe 2, déjà de classe 2. Hein, c'est-à-dire pour des lasers inférieurs à 1 milliwatt, c'est ce que j'ai dans la main, c'est inférieur à 1 milliwatt. On a des enfants pourquoi les enfants? Mais parce que les enfants ont un cristallin qui est beaucoup plus clair que les adultes, donc on a plus de rayonnements qui vont passer au travers et frapper la rétine. Voilà pour ma conclusion. Donc je pense que j'en ai terminé. Il y a encore quelques informations complémentaires, donc n'oubliez pas toujours, hein, vous pouvez toujours les consulter sur notre site internet, le petit livret informations sur les risques laser, hein, vous retrouverez toutes les informations que je vous ai passées là et beaucoup d'autres, hein, il y a 25, pas loin d'une trentaine de pages. Si vous êtes intéressé par les formations sécurité laser, n'oubliez pas qu'on a également une brochure liée à ça. Vous pouvez aller consulter ça sur notre site également. Et puis voilà, si vous avez des questions complémentaires, je suis à votre disposition. Donc j'attends que Monique peut-être me pose des questions, s'il y en a. Oui, bonjour à tous. Voilà, je vais vous poser les quelques questions qui nous sont parvenues. Donc, une première question. Je me suis tirée sur la peau avec un laser CO2. Est-ce que je risque de développer une maladie grave? Alors, on l'a vu un petit peu précédemment, donc laser CO2, on est dans l'infrarouge C, donc l'infrarouge très lointain, donc le risque est quand même peu important, le risque mais surtout de se faire mal, parce que ça fait mal quand même, c'est une brûlure. Profonde, ça peut être plus ou moins profond, ça peut dépendre de la puissance, hein, notamment ce que je vous ai montré là, le perçage du doigt ici, c'est fait avec un laser CO2, donc on voit que ça peut être très profond, puisqu'on a traversé le doigt, hein. Si on arrive à percer 10 mm d'acier, la peau ne posera pas de problème, et le doigt non plus. Après, est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'on peut développer une maladie grave? Non, a priori, non. Je dis a priori parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études sur l'évolution. Mais en fait, je vous en ai montré une, celle-ci notamment. On s'aperçoit qu'il voilà, il n'y a pas de risque. On sait qu'on est dans la brûlure, on sait qu'on est dans l'infrarouge, c'est de la brûlure. Il n'y a pas de risque, par exemple, de mutation de cellules pour créer un cancer. Voilà. Et donc, a priori, non. Pas de danger plus que ça. Ensuite, pourquoi est-il plus dangereux de se tirer dans les yeux que sur la peau? Alors, oui, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, pourquoi finalement c'est plus dangereux pour les yeux que pour la peau? Déjà pour les yeux parce qu'on n'en a que deux. Donc si on en perd déjà un, il n'en reste plus qu'un. Et si on le perd, il n'y en a plus. La peau, on a une grande surface. Et puis surtout, la grosse explication, c'est que les rayonnements, notamment visibles et l'infrarouge proche, sont concentrés à la fois par la cornée et par le cristallin. Donc en fait, on va concentrer ce rayonnement sur la rétine, et c'est là qu'il y a danger, parce qu'on a une beaucoup plus forte concentration du rayonnement, de l'intensité lumineuse,
que sur la peau qui ne subit aucune concentration. Hein. La peau va subir un faisceau qui va arriver directement, exactement comme pour la cornée qui subirait un faisceau de laser CO2, par exemple, hein, infrarouge C. Il n'y a pas de transformation du faisceau, donc on n'augmente pas l'impact. Hein. Donc voilà, là l'explication. Hein. C'est surtout que effectivement l'effet du cristallin est très important pour la focalisation du faisceau. Autre question peut-être? Oui, faut-il former le personnel de production qui utilise des cabines laser YAG, CE, donc caractérisées? Alors oui, c'est une bonne question. La réglementation, donc déjà, je vous invite à télécharger le décret, donc un décret qui s'appelle le décret 2010-750, qui date du 2 juillet 2010, qui précise très bien les réglementations pour l'employeur. D'ailleurs, elle est destinée à l'employeur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si effectivement, vos employés sont toujours en classe 1, c'est-à-dire caractérisés, et si les machines sont conformes, hein, donc si vous me dites qu'il y a CE, le marquage CE, on peut supposer qu'elles sont conformes. Bon, si c'est une grande marque, il n'y a pas trop de soucis. Moi, je fais beaucoup d'audits d'installation. Je peux vous dire que j'ai déjà vu des machines CE qui n'étaient pas du tout conformes. Donc, il faut déjà s'assurer. Alors, comment s'en assurer déjà? C'est l'analyse des risques qui fait partie des obligations de l'employeur. Hein. Vous achetez une machine, théoriquement, vous êtes obligé de faire une analyse des risques à la réception. Vérifier au moins que tout ce qu'on vous a dit, tout ce qu'on vous a écrit est bien conforme. Ensuite, effectivement, si votre personnel est toujours en classe 1, donc caractérisé, et qu'ils n'ont pas le prérogative pour court-circuiter ou pour tourner une clé qui donne l'autorisation d'ouverture en cas de fonctionnement du laser, il n'y a pas nécessité de faire une formation très poussée. Par contre, vous avez l'obligation de faire une sensibilisation. Hein. Toute personne qui travaille sur une machine laser, quelle que soit sa classe, doit suivre une sensibilisation. Alors, une sensibilisation, c'est une petite formation, ça peut être 1 heure, 2 heures, 3 heures et demie. Il n'y a pas de réglementation. Nous, on en propose une qui fait 3h30, une demi-journée, mais c'est la seule obligation. Par contre, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que dans ces entreprises-là, où il y a notamment pas mal de lasers, eh ben, on va avoir des équipes de maintenance quand même, qui peuvent être amenées à travailler dans des conditions dégradées de sécurité. Et donc, du coup, là, la loi change un petit peu, la réglementation change un petit peu, puisque à partir du moment où on travaille dans des conditions dégradées de sécurité, là, c'est une autre formation. Là, ça devient une vraie formation, c'est plus une sensibilisation. C'est une formation qu'on appelle de personnes exposées au risque laser. Hein, c'est l'analogie avec la radioprotection. Donc, on doit former des personnes exposées au risque laser. Et à partir du moment où vous avez des gens qui sont susceptibles d'être exposés, comme dit la réglementation, eh bien, vous devez en plus avoir une personne compétente en sécurité laser. Donc, c'est le référent en matière de sécurité laser qui, justement, lui, va faire tout ce qui est analyse des risques, puisqu'il a les capacités, puisqu'on l'a formé pour, et qui va pouvoir sensibiliser également au niveau 1, donc dans les opérateurs, mais qui ne pourra pas assurer la formation des personnes exposées au risque laser, donc les gens de la maintenance. Voilà, j'espère que j'étais complet. Je reste à vos dispositions. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me contacter pour cet aspect réglementaire, parce que c'est très important, effectivement. Encore une question. À 1064 nanomètres, les réflexions peuvent-elles présenter des dangers pour la peau? Alors, encore une fois, 1064 nanomètres, on est bien dans l'infrarouge. Hein, on est dans l'infrarouge. Donc, on a vu que l'infrarouge, le risque, c'est de la brûlure. Alors oui, bien sûr, 1064 nanomètres, ça, voilà, c'est du laser d'épilation. On est typiquement dans ces longueurs d'onde-là. On est aux alentours de 1000, un peu avant 1000, ça dépend. Il y a différents lasers qui sont utilisés. On peut être à 1000, notamment à 1064 nanomètres. Bon, voilà, on voit ce que ça fait. Alors, qu'est-ce qu'on appelle danger? Oui, il y a de la brûlure. Là, il y a de la brûlure. Manifestement, la personne a été brûlée. Donc, je pense qu'elle a quand même souffert un petit peu. Maintenant, voilà, c'est vrai que si vous venez 3 mois après, tout aura quasiment disparu. Là, un peu plus quand même pour ici. Hein. Là, je pense qu'il faudrait attendre 6 mois. Hein, parce que j'ai vu des blessures au bout de 2 mois, elles étaient encore visibles. Hein. Donc là, effectivement, ça va mettre du temps. Mais voilà, il n'y a pas de danger plus que ça, mais c'est déjà un danger important quand même. Encore une question. Oui. Avez-vous des cas avec l'utilisation du laser dans le domaine du décapage? Oui, la longueur d'onde de ce type est entre 1000 et 1200 nanomètres. Oui, généralement, c'est pareil, on est aux alentours de 1060, hein, c'est toujours des lasers fibres ou des lasers YAG, on est toujours en 2060, c'est typiquement ça. Alors, oui, les lasers décapage, on a même une norme spécifique hein, pour tous ces lasers portatifs, qu'on appelle lasers portatifs, c'est la norme, surtout pour les fabricants, la norme 11553-2. Il est certain que les lasers de décapage, ce sont des lasers, encore une fois, qui sont dans une longueur d'onde, notamment pour les yeux, qui sont extrêmement dangereux. L'exemple que j'ai pris tout à l'heure de la personne qui avait l'hémorragie interne dans l'œil, c'est typiquement un laser de décapage. C'est-à-dire une fréquence plutôt faible, des durées d'impulsion très courtes, mais beaucoup de puissance faite. Donc là, on est typiquement sur le laser de décapage.
Oui, bah, c'est certain que pour les yeux, c'est sans doute un des lasers qui causera le plus de risques. Voilà, oui. Il y a des dangers avec le laser de décapage. D'ailleurs, il y a une très bonne analyse des risques qui a été faite par l'INRS. Je vous invite à aller sur le site de l'INRS. Il y a une analyse des risques qui a été faite complète en fonction justement des types de supports, essentiellement consacrés aux pierres. Donc il y a du marbre, il y a du calcaire, différents types de supports qui ont été testés. Donc vous pouvez retrouver cette étude qui a été faite il y a déjà quelques années, mais qui est toujours valable. Voilà. Peut-être une dernière question. Allez, une dernière. Les lasers utilisés dans les shows lasers peuvent-ils être dangereux? Les shows lasers, ça c'est un bon exemple aussi. Les lasers de spectacle, il faut bien comprendre que ce ne sont pas forcément des petits lasers. Il est rare qu'on utilise le petit laser que j'ai dans les mains pour faire un spectacle laser. Dans les spectacles laser, on utilise majoritairement des lasers classe 3B et 4. Alors pour ceux qui veulent plus d'explications, vous pouvez aller voir mes précédents webinaires qui est sur la chaîne YouTube, qui est pub pour la chaîne YouTube d'Irepa Laser. Alors oui, les lasers de spectacle, c'est classe 3B, classe 4. Donc classe 4, oui, ça se entend, risque de danger pour la peau, pour les yeux, et même pour l'incendie. Même ceux que vous trouvez sur Internet, des petits lasers, on s'est dit, tiens, c'est tellement petit qu'il n'y a pas de risque, il y a des risques. Pour tout vous dire, on a eu un accident assez grave en France, juste avant le confinement l'année dernière, fin 2019, à Lille, où on a eu trois jeunes qui ont subi un accident très grave au niveau des yeux, puisqu'au moins 2 jeunes filles, en tout cas, ont perdu plus de 60% d'acuité visuelle. Et ça se passait dans un bar, en fait, où il y avait un disc jockey avec un petit laser qu'il avait acheté sur Internet, d'ailleurs. Et vous pouvez le trouver facilement sur Internet, cet accident. Il a été relaté par La Voix du Nord. Et donc, effectivement, ces 2 personnes ont dû aller à l'hôpital et on s'est aperçu qu'elles avaient, comme on l'a vu tout à l'heure, l'hémorragie interne dans l'œil. Donc, une hémorragie interne au niveau des yeux, simplement provoquée par ces petits lasers-là. On est dans le visible, on est dans la zone de danger oculaire. Le visible, c'est un événement qui est très dangereux. Alors, on a bien notre réflexe palpébral, mais avec du classe 3B, avec du classe 4, le réflexe palpébral ne suffit pas. Le laser va forcément aller impacter la rétine. Donc oui, il y a un danger. Les lasers de spectacle sont des lasers dangereux. Les gens qui font du spectacle sont soumis aux mêmes réglementations que les autres domaines, que ce soit du médical, que ce soit du industriel. On les voit très peu en formation, c'est certain, mais malgré tout, ils ont ces obligations-là quand même. Voilà. Eh bien, merci à tous. Je crois qu'on a terminé là. Rendez-vous sur la chaîne YouTube. Alors, j'ai encore, je reviens vite en arrière. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Donc, il y a plein de webinaires avec mes collègues sur plein d'autres domaines. Allez voir sur cette chaîne. Et puis, je crois que j'ai terminé. Merci à tous. Bonne journée et à bientôt.